Deux chiffres surgissent, 5 milliards et une arrestation unique, déclenchant un basculement immédiat qui condense pression financière, surveillance et décision dans un environnement régional sous contrainte. Le contraste brutal entre pression financière extérieure et réponse méthodique crée une tension froide qui redessine progressivement les lignes invisibles de la souveraineté institutionnelle observée sans commentaire normatif. Que signifie pour vous cette résistance d'Ibrahim Traoré face à une mécanique d'ingérence ordonnée, patiente, méthodiquement éprouvée aujourd'hui pour l'observateur averti? Un équilibre fragile est désormais testé, avec des conséquences possibles pour la stabilité, la vigilance opérationnelle et la lecture des signaux faibles au cœur des institutions concernées. Cette partie établit le cadre de lecture et précise les enjeux en se concentrant sur la méthode plutôt que sur l'événement brut, afin d'éviter toute interprétation hâtive ou normative. Le bénéfice attendu est de et de comprendre les risques systémiques sans juger ni simplifier. L'approche proposée repose sur une lecture structurée des signaux disponibles, en distinguant clairement faits observables, enchaînements techniques et implications fonctionnelles. Il ne s'agit pas de raconter une affaire isolée, mais d'expliquer comment une variation mesurable peut révéler des fragilités, des ajustements ou des capacités d'absorption au sein d'un dispositif institutionnel soumis à des pressions multiples. Le spectateur est ainsi invité à suivre un raisonnement progressif, où chaque élément trouve sa place dans une architecture plus large, sans hiérarchisation politique. Quels mécanismes deviennent visibles lorsque l'on cesse de regarder l'événement et que l'on observe plutôt les procédures qui l'entourent, les rythmes qu'elles imposent et les contraintes qu'elles révèlent? Les enjeux tiennent alors à la compréhension des dynamiques internes, à la lecture des écarts chiffrés et à la manière dont ces indices orientent à moyen terme les décisions de sécurité, de coordination et de continuité. Un écart chiffré de 17% apparaît dans les flux internes, suffisant pour transformer une anomalie discrète en indice structurel durable. Cette variation, apparemment modeste, déclenche une réorganisation méthodologique complète car elle invalide l'hypothèse d'un incident isolé et impose une lecture systémique. Le contexte décrit dans les documents montre que cette révélation ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une succession d'ajustements, de vérifications croisées et de comparaisons historiques destinées à distinguer fluctuations normales et dérives persistantes. Les équipes techniques procèdent alors à une mise en parallèle rigoureuse entre données passées et flux récents afin d'identifier le point précis où la cohérence opérationnelle commence à se fragmenter. Cette phase ne cherche pas à désigner un responsable, mais à localiser la zone de fragilité fonctionnelle. Autour d'Ibrahim Traoré, cette lecture prend une dimension particulière, car les variations observées interagissent avec un environnement déjà soumis à des pressions financières et informationnelles. Les documents insistent sur le fait que l'incident financier initial, conclu par une arrestation unique, n'est plus interprété comme un événement autonome. Il devient la manifestation visible d'une contrainte plus large, progressive, capable de tester les mécanismes internes par des micro-écarts répétés. Un groupe de coordination est alors mobilisé pour harmoniser les observations et éviter la dispersion analytique. Cette centralisation permet d'établir une vision stabilisée. L'enjeu n'est plus la singularité de l'acte, mais la profondeur potentielle des ingérences possibles. Les signaux faibles, une fois agrégés, révèlent une architecture sensible où vigilance et surcharge analytique coexistent. Ainsi, la mini-révélation initiale ferme la première dette de curiosité. Ce n'est pas l'événement qui importe, mais la manière dont un système détecte, interprète et intègre des variations mesurables dans un contexte institutionnel exposé, notamment autour d'Ibrahim Traoré. Les documents ne placent pas un décideur politique au centre du récit, mais un groupe restreint d'officiers chargés d'appliquer des procédures standards de contre-ingérence. Leur rôle sert de fil conducteur, car il permet de comprendre comment un système réagit avant toute décision visible. Leur approche n'est ni spectaculaire ni improvisée. Elle repose sur une succession de gestes techniques répétés avec constance, destinés à qualifier un signal encore incertain. Un premier cas apparaît lorsque ces officiers
observe les déplacements d'un individu étranger entre plusieurs sites militaires et civils. Aucun élément isolé ne justifie une alerte immédiate. Cependant, la répétition de trajets sans justification opérationnelle claire crée une zone d'attention. L'impact précoce n'est pas une arrestation, mais un ajustement discret. La surveillance se densifie, les registres sont croisés, les temporalités sont comparées. Le système ralentit volontairement pour mieux voir. Un second cas survient lorsque des documents saisis révèlent la présence de numéros étrangers associés à des transferts évoqués dans les rapports. Là encore, aucune conclusion n'est tirée. Les officiers établissent une cohérence factuelle minimale, cherchant à comprendre si ces éléments relèvent d'une irrégularité contextuelle ou d'un schéma plus structuré. L'effet immédiat est méthodologique. La chaîne décisionnelle gagne en prudence, évitant toute précipitation. Dans cet environnement, le contexte autour d'Ibrahim Traoré agit comme un amplificateur de sensibilité institutionnelle. Les procédures deviennent plus strictes, non par réaction politique, mais parce que les seuils de tolérance aux écarts se resserrent. Ces impacts précoces montrent comment un dispositif apprend avant d'agir. Pour garder un fil clair, il est utile de le dire simplement, comprendre la méthode éclaire souvent davantage que l'événement isolé. La séquence débute sans fracas, par un déclencheur presque banal dans les rapports. Un signalement mentionne la présence répétée d'un individu étranger circulant entre plusieurs sites militaires et civils sans mission identifiée ni justification opérationnelle claire. Ce type de mouvement n'est pas inhabituel en soi. Pourtant, la fréquence et la régularité des déplacements créent un premier doute structurant. À ce stade, aucune hypothèse n'est formulée. Le système s'active lentement, préférant l'observation à l'intervention. La phase suivante correspond à une montée en intensité progressive. Les officiers chargés du suivi engagent une série de vérifications successives, recoupement des identités, observation des contacts, analyse des échanges autorisés par les cadres réglementaires. Chaque étape ajoute une couche d'informations sans jamais produire de conclusion définitive. C'est précisément cette accumulation patiente qui transforme un soupçon diffus en hypothèse de travail structuré. Le dispositif se referme, non par réaction émotionnelle, mais par densification méthodique. Un choix tactique apparaît alors clairement dans les documents. Pendant plusieurs jours, les équipes simulent un intérêt prudent pour les propositions évoquées par l'individu observé. L'objectif n'est ni l'acceptation ni la négociation. Il s'agit de comprendre l'intention réelle, d'identifier d'éventuels relais et de mesurer l'ampleur possible d'un réseau extérieur. Cette phase est décisive car elle permet de passer d'une lecture comportementale à une lecture organisationnelle. Le système écoute, note, compare sans jamais accélérer. Le point culminant survient lors de la rencontre planifiée du 8 novembre. Tout est calibré pour éviter la confrontation. L'environnement est sécurisé, les risques sont réduits, les marges d'erreur limitées. L'interpellation se déroule sans incident majeur. Une valise, des enregistrements et des listes de contacts sont saisis. Ce moment marque la transition nette entre observation prolongée et action ciblée. Ce n'est pas une fin, mais un basculement de phase. À partir de là, la dynamique change de nature. L'événement visible, l'arrestation unique, cesse d'être central. Ce sont désormais les éléments matériels qui structurent la suite du processus. Téléphone, ordinateur et documents physiques deviennent les supports principaux de l'analyse. Les équipes entrent dans une phase d'exploitation documentaire, cherchant à cartographier les interactions sans en déduire d'intention politique. Les flux évoqués, les métadonnées et les correspondances dessinent un paysage relationnel plus large. Les répliques apparaissent dans le temps long. Les services compétents exploitent les données, établissent des typologies et distinguent initiatives isolées, opportunisme ponctuel et schémas répétitifs. Les documents mentionnent des liens avec plusieurs pays voisins et certaines structures européennes sans jamais dépasser le cadre factuel. L'objectif reste constant, comprendre la profondeur du système sollicité, non produire un récit spectaculaire. Dans ce contexte, la pression perçue autour d'Ibrahim Traoré prend une épaisseur nouvelle. L'incident n'est plus lu comme une tentative individuelle avortée, mais comme un test des marges institutionnelles. La séquence complète, déclenchement discret, montée méthodique, interpellation calibrée, exploitation prolongée, illustre une logique opérationnelle
où chaque étape conditionne la suivante. Autour d'Ibrahim Traoré, ce déroulé met en lumière un environnement où la vigilance repose moins sur l'urgence que sur la continuité analytique. Le niveau de référence initial décrit un système relativement stable, puis 3 variations mesurables déplacent progressivement l'équilibre observé. Ces deltas ne sont pas présentés comme des succès ou des échecs, mais comme des indicateurs techniques permettant d'évaluer des ajustements en cours dans un environnement contraint. Le premier indicateur concerne une augmentation de 37% des revenus issus de l'or par rapport au niveau antérieur. Cette hausse signale une redistribution interne différente des flux financiers miniers. Dans les documents, cette variation n'est jamais interprétée politiquement. Elle est décrite comme un changement mesurable de la structure de captation pouvant résulter d'une révision contractuelle, d'une réduction d'intermédiaires ou d'un ajustement des procédures de gestion. Pour les analystes, un tel delta agit comme un signal précoce. Il indique que certains canaux économiques gagnent en densité au moment même où d'autres se contractent. Autour d'Ibrahim Traoré, cette donnée sert surtout de point d'appui pour mesurer la solidité des circuits internes dans une période chargée. Le deuxième indicateur porte sur une progression de 28% des dépenses de sécurité par rapport à la référence précédente. Cette évolution reflète un renforcement méthodique des capacités opérationnelles nationales. Dans une lecture strictement fonctionnelle, une augmentation de cette ampleur renvoie à des acquisitions de matériel, à des extensions logistiques ou à des programmes de formation. Elle indique que les mécanismes de protection occupent une place plus centrale dans l'allocation des ressources. Les documents soulignent que ce déplacement n'explique rien par lui-même. Il décrit une intensification mesurable, cohérente, avec une période où les signaux faibles identifiés en amont exigent une vigilance accrue. Dans l'environnement analysé autour d'Ibrahim Traoré, ce delta devient un marqueur de priorité opérationnelle plutôt qu'un message. Le troisième indicateur montre une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées par rapport au niveau de référence. Cette diminution traduit une reconfiguration sensible des équilibres de financement internationaux. Sur le plan analytique, un recul de cette ampleur implique soit une réallocation interne forcée, soit une diversification accélérée des ressources disponibles. Les rapports n'en tirent aucune conclusion normative. Ils notent simplement que la composition budgétaire change et que les marges d'ajustement se déplacent. Ce delta agit comme un facteur de contrainte supplémentaire, car il intervient simultanément avec les variations internes déjà observées. Autour d'Ibrahim Traoré, cette donnée permet d'évaluer la capacité du système à absorber une pression externe sans rupture immédiate. Pris séparément, chacun de ces indicateurs reste partiel. Pris ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente. Les revenus internes augmentent sur certains segments, les dépenses de protection s'intensifient, tandis que les apports conditionnés diminuent. La lecture baseline, delta, permet alors de dépasser l'événement ponctuel pour observer une recomposition structurelle. Les documents insistent sur ce point, ce sont les écarts combinés et non les chiffres isolés qui modifient le champ d'action institutionnel. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un paramètre contextuel, non comme une variable explicative. Les données ne disent rien des intentions. Elles montrent seulement comment un système ajuste ses priorités mesurables lorsque plusieurs flux évoluent simultanément. La preuve quantitative ne conclut pas. Elle balise le terrain de compréhension, ferme une seconde dette de curiosité et prépare l'examen des interprétations concurrentes. Les documents disponibles permettent de reconstruire 2 cadres d'analyse solides, distincts dans leurs priorités, mais fondés sur les mêmes données observables. L'exercice consiste à présenter chaque lecture dans sa forme la plus robuste, sans les opposer de manière normative, afin de clarifier ce que chacune explique réellement. Le premier cadre met l'accent sur la continuité par l'ancrage externe. Selon cette lecture, les systèmes disposant de capacités logistiques limitées ou de marges financières étroites ont historiquement recours à des partenariats extérieurs pour stabiliser leurs approvisionnements spécialisés et garantir la continuité de certains services critiques. Dans cette perspective, la baisse marquée des aides extérieures conditionnées constitue un signal de tension. Elle n'est pas interprétée comme un jugement, mais comme un facteur pouvant réduire la disponibilité de ressources clés à court ou moyen terme.
La force de cette approche réside dans sa prudence. Elle privilégie la stabilité systémique, la prévisibilité des flux et la réduction des chocs exogènes, considérés comme essentiels au maintien des équilibres opérationnels. Le second cadre privilégie au contraire la capacité d'ajustement interne. Il s'appuie sur les variations mesurables relevées dans les sources, notamment l'augmentation des revenus issus de l'or et la progression des dépenses de sécurité. Selon cette lecture, ces deltas montrent qu'un rééquilibrage structurel est possible lorsque certains flux extérieurs se contractent. Cette approche ne présuppose aucune intention politique. Elle observe simplement que la redistribution des ressources, la recentralisation de certaines priorités et l'internalisation progressive de capacités peuvent compenser, au moins partiellement, la diminution des apports conditionnés. Sa solidité tient à son ancrage empirique. Elle valorise ce qui est mesuré plutôt que ce qui est anticipé. La mise en regard de ces deux cadres révèle qu'ils ne se contredisent pas nécessairement. Ils interrogent les mêmes signaux, mais à partir de temporalités différentes. Le premier insiste sur les risques de discontinuité immédiate. Le second observe des dynamiques d'adaptation graduelle. La comparaison encadrée montre que l'un éclaire les vulnérabilités potentielles, tandis que l'autre met en évidence les marges de manœuvre observables. Ainsi, le rôle de cette partie n'est pas de trancher entre dépendance et ajustement. Il est de montrer que la compréhension gagne en précision lorsque les hypothèses concurrentes sont examinées à partir des mêmes données, avec des critères explicites. Cette clarification ouvre la voie à l'analyse du point de bascule suivant, là où les données exploitables redéfinissent la suite du processus. Et justement, c'est à ce moment-là que le centre de gravité bascule. À ce stade, la dynamique change de nature, non par un nouvel événement visible, mais par un déplacement silencieux de la focale analytique. Les documents montrent que l'observation des comportements cesse progressivement d'être la source principale d'information. Elle est remplacée par l'exploitation méthodique des données matérielles collectées lors de l'interpellation. Téléphone, ordinateur et documents physiques deviennent les nouveaux vecteurs de compréhension. Ce glissement marque un tournant décisif car il transforme une séquence de surveillance en architecture d'analyse. Les analystes décrivent une phase où les correspondances, les flux et les métadonnées prennent le dessus sur les récits. Les déplacements initiaux, les échanges observés et les signaux faibles accumulés servent désormais de contexte, non de preuve centrale. L'attention se concentre sur la cohérence interne des données, leur répétition et leur distribution dans le temps. Cette approche permet de passer d'une hypothèse comportementale à une cartographie fonctionnelle des interactions possibles. Dans ce cadre, la présence de contacts renvoyant à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes est relevée sans interprétation politique. Les rapports se limitent à établir des points d'interaction, des fréquences et des regroupements. Le pivot ne réside pas dans ce qui est découvert, mais dans la manière dont cela est exploité. L'incident est reconfiguré autour de données actionnables. Autour d'Ibrahim Traoré, ce basculement confère une nouvelle profondeur au contexte. La pression perçue n'est plus évaluée à partir d'un acte isolé, mais à partir de la densité documentaire désormais disponible. Ce moment médian ferme une troisième dette de curiosité. La clé n'était pas l'arrestation, mais le changement de méthode qu'elle autorise. Les données exploitées permettent de décliner les effets observables selon 4 groupes fonctionnels, sans interprétation normative, mais en suivant la logique opérationnelle décrite dans les documents. Cette lecture par impact rend visible des ajustements distincts, produits par une même séquence méthodologique. Du côté des administrations publiques, les premières conséquences concernent les chaînes décisionnelles et les rythmes de traitement. Les variations chiffrées déjà identifiées, notamment l'écart de 17% dans certains flux internes, obligent à recalibrer les seuils d'alerte et à renforcer les procédures de vérification. Les équipes doivent arbitrer entre vigilance accrue et continuité des services, ce qui se traduit par une mobilisation plus ciblée des ressources analytiques. Les délais s'allongent parfois, mais la cohérence globale du dispositif gagne en stabilité. Dans l'environnement institutionnel entourant Ibrahim Traoré, ces ajustements renforcent la sensibilité aux signaux faibles sans provoquer de rupture fonctionnelle. Du côté des entreprises et des secteurs économiques, l'impact se manifeste indirectement à travers les chaînes logistiques et la planification financière. L'augmentation des revenus issus de l'or et la progression des dépenses de sécurité modifient certains équilibres de coûts et de priorités.
Les acteurs exposés doivent intégrer des paramètres nouveaux liés à la disponibilité des ressources, au délai d'approvisionnement et à la sécurisation des flux. Ces changements ne sont pas uniformes. Ils affectent davantage les secteurs dépendants de partenariats extérieurs ou de circuits sensibles. L'incident devient alors un test de robustesse organisationnelle, révélant la capacité des structures à absorber des variations simultanées. Du côté des populations et des usages quotidiens, les effets sont plus diffus mais néanmoins mesurables. Les ajustements administratifs et logistiques influencent parfois l'accès à certains biens, la mobilité ou la perception de continuité des services. Les documents évoquent des méthodes d'observation neutres comme la comparaison de prix ou l'analyse des flux de distribution pour saisir ces micro-variations. Le contexte général dans lequel s'inscrit Ibrahim Traoré confère à ces évolutions une visibilité accrue, même lorsqu'elles restent limitées dans leur ampleur. La conséquence principale réside dans l'adaptation progressive des routines plutôt que dans un changement brutal. Du côté des régions et zones exposées, l'analyse porte sur la capacité d'absorption territoriale, les infrastructures locales, la circulation économique et la densité des réseaux déterminent la manière dont les ajustements se diffusent ou restent circonscrits. Les sources indiquent que certaines zones plus connectées aux échanges extérieurs ressentent plus rapidement les réorganisations observées. D'autres, moins exposées, amortissent mieux les variations. Cette différenciation régionale permet d'évaluer si les signaux détectés demeurent localisés ou s'étendent progressivement. Pris ensemble, ces 4 registres montrent que les conséquences ne se concentrent pas sur un acteur unique. Elles se répartissent selon des logiques fonctionnelles, cohérentes avec la séquence d'observation, d'interpellation et d'exploitation documentaire. Autour d'Ibrahim Traoré, cette lecture par impact concret ferme une nouvelle dette de curiosité. La portée réelle de l'incident se mesure moins à l'événement initial qu'aux ajustements qu'il induit dans des sphères multiples et interconnectées. Les informations disponibles permettent de structurer une projection en 3 scénarios, non pour prédire une trajectoire politique, mais pour organiser la lecture des risques opérationnels à moyen terme. Chaque scénario repose uniquement sur les dynamiques déjà observées, variation des flux internes, ajustement économique mesurable et exploitation progressive des données collectées. Dans un scénario de continuité maîtrisée, les paramètres actuels restent globalement stables. Les revenus internes ajustés, l'augmentation des dépenses de sécurité et la diminution des aides conditionnées continuent de produire des effets, mais sans rupture majeure. Les cycles administratifs demeurent fonctionnels, les procédures affinées lors des phases d'enquête précédentes servent de référence, et la coordination interservices s'améliore graduellement. Ce scénario décrit un système qui absorbe les contraintes par ajustements successifs, privilégiant la régularité et la prévisibilité. Dans un scénario plus favorable de consolidation, les transformations observées s'articulent de manière plus fluide. Les capacités opérationnelles se renforcent, la gestion des ressources gagne en clarté et l'exploitation documentaire améliore la cohérence institutionnelle. Les chaînes décisionnelles deviennent plus lisibles, les délais se réduisent et les marges d'erreur se resserrent. Cette hypothèse suppose que les mécanismes mis en place après l'incident servent de levier d'apprentissage durable, sans pression supplémentaire sur les structures existantes. Dans un scénario de contraintes accrues, les tensions augmentent sous l'effet de ressources plus limitées ou de perturbations extérieures affectant les chaînes logistiques. La baisse marquée des aides conditionnées crée des zones de fragilité, tandis que la vigilance accrue mobilise davantage de capacités analytiques. Si les signaux faibles venaient à s'intensifier, alors les coûts d'adaptation pourraient croître plus rapidement que les capacités d'absorption, obligeant à des arbitrages plus fréquents et plus contraignants. Quel que soit le scénario envisagé, une recommandation de lecture s'impose. Privilégier l'observation des transitions plutôt que des instantanés. Les évolutions décrites gagnent en intelligibilité lorsqu'elles sont analysées comme des mouvements progressifs, où chaque ajustement prépare le suivant. Cette ouverture maintient la dette de curiosité, en attente de la manière dont ces scénarios se traduiront concrètement pour les acteurs concernés. Les documents proposent une lecture segmentée des effets, permettant de comprendre
comment une même séquence opérationnelle peut produire des répercussions différentes selon les publics concernés. Cette approche ne vise pas à hiérarchiser les impacts, mais à éclairer les zones où l'adaptation devient la plus visible. Du côté des jeunes actifs et des professionnels en début de parcours, ces évolutions servent souvent d'indicateurs précoces. Les ajustements institutionnels influencent l'accès à l'information, la stabilité des environnements de travail et les compétences recherchées. Lorsque les procédures se densifient et que les cycles décisionnels se modifient, ces publics perçoivent rapidement les changements. Une attention particulière portée à l'évolution des besoins en formation et aux secteurs les plus sollicités permet d'anticiper ces variations sans dramatisation. Du côté des ménages établis et des communautés locales, l'impact se lit principalement dans les routines quotidiennes. Les ajustements logistiques ou administratifs peuvent modifier les délais, la disponibilité de certains services ou la perception générale de continuité. Les sources évoquent des outils d'observation simples, comme la comparaison de flux ou de prix, pour mesurer ces effets diffus. Dans le contexte analysé, ces publics adaptent leurs pratiques progressivement en intégrant les nouvelles contraintes sans rupture brutale. Du côté des acteurs mobiles ou externes, qu'il s'agisse de la diaspora, de partenaires techniques ou de structures opérant hors territoire, l'attention se concentre sur la continuité des échanges et la circulation de l'information. Les données exploitées, lors de l'enquête, révèlent une densité variable des réseaux et des canaux de communication. Observer la stabilité de ces canaux devient un repère essentiel pour comprendre la capacité du système à maintenir des interactions fonctionnelles dans un environnement changeant. Cette triple lecture montre que les effets ne se manifestent pas de manière uniforme. Ils se distribuent selon les positions, les temporalités et les degrés d'exposition. Pour le spectateur, l'enjeu consiste à identifier le segment auquel il se rattache et à observer les signaux pertinents, afin de transformer une information générale en compréhension située. Les documents disponibles esquissent une feuille de route pragmatique, conçue pour transformer une séquence d'observation ponctuelle en capacité durable d'apprentissage institutionnel. Cette trajectoire ne formule aucune prescription politique. Elle organise des actions mesurables, ordonnées dans le temps, afin de renforcer la cohérence des dispositifs exposés aux variations observées, notamment dans l'environnement entourant Ibrahim Traoré. La première étape consiste à consolider les mécanismes de surveillance. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, d'harmoniser les bases de données et de définir des seuils d'alerte explicites. Les indicateurs associés portant sur le temps de détection, la cohérence interservice et la capacité à distinguer rapidement une fluctuation normale d'une anomalie persistante. Cette étape vise à réduire l'angle mort analytique sans alourdir inutilement les procédures. La deuxième étape porte sur l'optimisation de la gestion des ressources critiques. Les équipes cartographient les capacités disponibles, identifient les dépendances sensibles et évaluent la redondance logistique. Les critères de suivi incluent la disponibilité des stocks, la flexibilité des chaînes d'approvisionnement et la mobilité opérationnelle. Dans un contexte où certains flux externes se contractent, cette étape permet de mesurer la résilience réelle du système. La troisième étape concerne la communication interne et la montée en compétences. Des modules de formation ciblés, des outils de coordination et des protocoles partagés sont mis en place pour limiter les erreurs d'interprétation et accélérer la circulation de l'information fiable. La mesure repose sur la participation des unités concernées et sur la cohérence des messages diffusés. Cette dimension humaine conditionne l'efficacité des ajustements techniques. Une quatrième étape vise l'harmonisation des partenariats techniques. Les protocoles sont alignés, les échanges rationalisés et les responsabilités clarifiées. Les indicateurs portent sur la fluidité des interactions et les délais d'exécution. Cette étape réduit les frictions lorsque plusieurs acteurs interviennent sur des segments interdépendants. Enfin, une cinquième étape institue un cycle d'évaluation continue. Des audits périodiques permettent d'ajuster les priorités, de vérifier l'efficacité des mesures et d'intégrer les enseignements tirés. Autour d'Ibrahim Traoré, cette structuration ferme la dette de curiosité ouverte plus tôt. La réponse ne réside pas dans un geste unique, mais dans une capacité répétée à apprendre des écarts mesurés. Le récit revient naturellement aux motifs discrets introduits plus tôt.
celui d'un système qui apprend par accumulation patiente plutôt que par réaction visible. Les officiers observés au début ne cherchaient ni les faits ni la mise en scène.